Bonjour à tous, Sawali Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel entretien. L'actualité le veut, c'est évidemment le conflit israélo-iranien. Eh bien, quoi de mieux que Gérard Chevrier pour parler justement de ce conflit-là. Je l'avais reçu il y a maintenant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, justement sur la question iranienne. Il avait plus ou moins prophétisé que d'ici quelques semaines, il y aurait le conflit qui allait, disons, exploser, pour ne pas faire de jeu de mots. Eh bien, aujourd'hui, je le reçois pour qu'il revienne sur les événements de l'actualité. Bonjour, Monsieur Chevrier. Bonjour Kentra. Alors oui, effectivement, on Alors, avait fait des missions qui étaient un peu prémonitoires, mais enfin, c'était un peu logique parce que, si vous voulez, ce que je voudrais dire à personne qui nous regarde, euh, dans le livre que vous avez présenté, que j'ai écrit en 2022, j'ai expliqué un petit peu tout ce qui allait se passer. Déjà à l'époque, j'ai expliqué que Donald Trump serait réélu et en 2022, c'était loin d'être évident puisque il y avait tous ces procès qui étaient en cours et puis il était très décrié. Il avait eu vous savez, dans les manifestations qui avaient eu lieu juste après l'élection très controversée de Joe Biden. Et donc, oui, j'avais compris que ce serait lui parce que c'était un inconditionnel d'Israël. Et comme nous le savons maintenant, c'est devenu une évidence pour tout le monde que c'est le lobby de la finance qui dirige les États-Unis depuis maintenant une vingtaine d'années, avec la partie visible de l'iceberg que j'ai nommée, c'est l'EPAC. Alors, l'EPAC, on en a déjà parlé, mais pour que les gens comprennent bien ce que c'est, eh bien, c'est un grand immeuble qui se trouve à Washington. Donc, on a l'habitude de dire Washington DC, c'est la capitale. Alors, DC, c'est pas d'ici ou de là, c'est DC en français, mais en anglais, c'est DC. Donc, pour les Français, on va dire DC par rapport à l'État de Washington qui se trouve dans une autre région des États-Unis. Et donc, à Washington, il y a une colline qui s'appelle le Mont Vernon. Et au sommet de cette colline, il y a un immeuble qui est l'immeuble qui appartient à l'EPAC. Et alors, l'EPAC, c'est quelque chose de phénoménal. C'est une organisation officielle qui a donc pignon sur rue, puisque cet immeuble emploie 370 salariés à plein temps avec une masse salariale phénoménale. Les gars prennent des mensualités assez conséquentes. Et donc, c'est eux qui choisissent et qui décident qui va être député, qui va être sénateur. Et si on ne plaît pas à l'EPAC, eh bien, on n'a pas le financement. Et alors, l'EPAC, ils ont commencé en 1963. C'était déjà une organisation à l'époque. Euh, assez importante qui avait démarré un peu avant Kennedy sous un autre nom. Et au moment, après l'assassinat de Kennedy, ils se sont appelés EPAC, American Israel Public Affairs Committee. Voilà, ça c'est l'organisation officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, ils font une réunion et dans cette réunion sont invités exactement la moitié des sénateurs, la moitié des députés qu'on appelle représentants là-bas, et le vice-président ou le président. Et donc, c'est à tour de rôle, si vous voulez. Donc, vous avez une très grande réunion, c'est une sorte de fête qui dure toute la soirée, avec des discours enflammés pour le soutien d'Israël, tout ça. Donc, c'est eux qui font décident toute la politique des États-Unis. Et alors, ils ont choisi Trump parce que c'est le seul qui a voulu et qui a fait que l'ambassade des États-Unis soit transférée à Jérusalem alors qu'elle était avant à Tel Aviv, parce que personne ne voulait faire ce truc-là, c'était quand même un peu risqué. Donc, oui, j'avais compris que Donald Trump aurait le financement pour sa campagne, et puis il suffisait. Alors, c'est des gens qui tirent les ficelles, parce que si vous voulez,
on voyait que Biden, depuis des mois, était plus en mesure de faire un débat, il était plus en mesure de diriger quoi que ce soit. Eh bien, ils l'ont gardé comme candidat jusqu'au dernier moment parce qu'ils ne voulaient surtout pas que Kamala Harris puisse éventuellement gagner l'élection. Donc, en gardant Biden jusqu'au moment où il se prend les pieds dans le tapis parce que euh, dans le débat, on voit à la caméra qu'il est complètement sénile, quoi, et on ne peut plus. Eh bien, à ce moment-là, bon, ils disent non, on peut quand même. Ils mettent Kamala Harris, mais c'est trop tard. Elle pourra pas parce que elle était quand même un peu plus ouverte vis-à-vis du peuple palestinien. Elle voulait, elle n'aurait pas donné tous les crédits, tous les accords pour les quantités de bombes qu'ils envoyaient sur la Palestine. Donc, alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, j'ai prophétisé, si vous voulez, beaucoup de choses, mais en réalité, non, j'ai pas, ce qui se passe, c'est que depuis 50 ans, je crée des procédés industriels qui n'existaient pas. Voyez. Et donc, j'ai petit à petit développé cette faculté euh, d'analyser, d'observer des choses, de les mettre les unes en contact avec les autres. Et puis, une fois que j'ai imaginé un nouveau procédé de fabrication pour un produit, eh bien après, je dois concevoir la machine qui va fabriquer ce produit. Et donc, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous verrez dans une des vidéos qui s'appelle La construction de machines hors normes. Ce sont des machines que j'ai faites pour fabriquer les tubes qui transportent le pétrole et le gaz à très haute pression sur les champs de pétrole. Ce ne sont pas des pipelines, ce sont ce qu'on appelle le réseau flowline. Le réseau flowline, c'est des petits diamètres qui font 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces et qui font que sur un champ de pétrole, vous avez 80 têtes de puits, hein, et qui arrivent sur des grandes cuves de séparation. Donc je connais tout ça parce que en 1995, j'ai créé un procédé qui était unique au monde, qui était un procédé pour fabriquer des tubes pour résister à la corrosion et à des très hautes pressions. J'ai été contacté par Shell International et là, j'ai fait une présentation à Den Haag et ensuite, on a installé des tubes en Oman, etc. Donc, tout le Moyen-Orient, je connais bien. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, cette faculté que j'ai développée depuis des années d'observer, d'analyser, et puis, alors, bien sûr, en matière technique, bon là c'est mon domaine, j'ai un taux de réussite qui est assez exceptionnel, et vous savez que je continue à travailler, que je continue à diriger 2 sociétés, alors que j'ai passé l'âge de la retraite depuis longtemps, mais dans le domaine technique, puisque j'ai passé des années à faire de la recherche, parce que quand je conçois quelque chose, après, il faut bien sûr, si vous voulez, faire des prototypes, faire des essais et tout ça, jusqu'à ce qu'on aboutisse à un produit. Alors, on construit bien souvent un prototype, après on construit une ligne pilote, et dans cette vidéo, vous verrez les lignes que j'ai construites à cette époque pour fabriquer les tubes pour le pétrole. Ce sont des machines qui font 80 mètres de long. Vous voyez, donc c'est une ligne qui fait 80 mètres de long. J'ai dessiné toutes les pièces, sauf 3 machines qu'il y a sur 80 mètres qui existaient dans l'industrie, que j'ai achetées telles quelles. Mais autrement, voilà. Donc c'est un petit peu pour expliquer aux gens que quand j'explique quelque chose qui va arriver, c'est bien sûr une probabilité parce que dans le domaine technique, j'ai la maîtrise, on fait des essais, tout ça. Dans le domaine de l'information géopolitique, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'échapper, dont je ne suis pas au courant, et des choses qui peuvent intervenir, si vous voulez, le dernier moment et qui changent la donne. Mais en principe, j'ai un taux de réussite, je vais dire, de 8 sur 10, vous voyez, sur mes prévisions. Mais quelquefois, il y a quelque chose qui débouche, comme là, ça pourrait se passer dans le conflit Iran-Irak. Alors, pour revenir dans le conflit Israël-Iran, Iran.
Oui, Pour revenir sur ce conflit, je viens de faire un lapsus parce que c'est vrai qu'en fait, il faut se rappeler que à l'époque, dans les années, on va dire 75-80, c'est l'Irak qui représentait un danger pour Israël. Et donc, à cette époque-là, c'est l'époque de Saddam Hussein, hein, et donc Saddam Hussein, c'était le grand copain de Jacques Chirac. Vous savez, il était reçu en grande pompe et tout ça. Et donc, les Israéliens, et tout particulièrement le Mossad, vont dire il faut se débarrasser de ce régime qui est juste à côté de chez nous et qui représente un danger pour notre pays. Et donc, le mieux, c'est vieux comme le monde, c'est quand vous avez un ennemi, ben, si vous pouvez lui créer un autre ennemi qui se battent entre eux, c'est tout bon pour le pays. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et alors, à cette époque-là, on est donc dans les années 80 et il va y avoir aux États-Unis toute une équipe que l'on verra réapparaître au moment de la guerre en Irak en 2003. C'est des gens comme George Bush senior, vous voyez, qui était le patron de la CIA, ensuite Donald Rumsfeld, qui a été un type assez exceptionnel dans l'horreur, parce que c'est lui qui a fait la promotion des camps de torture en Irak et puis à Guantanamo. Et donc, ce type a été, je vais juste résumer, il a été le concurrent de George Bush Junior parce qu'il voulait peut-être être à la tête de la CIA, mais c'est l'autre qui a eu le poste. Mais un peu plus tard, il a été le secrétaire à la défense sous Dick Cheney, qui était le vice-président de George Bush Junior. Et là, ce Dick Cheney, c'était en fait, c'est lui qui dirigeait le pays. C'était un sioniste fanatique et je me souviens d'une anecdote. Quand il y a eu la guerre qui a démarré en septembre 1980, donc Irak-Iran, c'est une guerre terrible qui a duré 8 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, si vous voulez, là, on est sur le début d'un conflit qui risque de durer pas mal de temps. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que Israël est habitué à préparer des coups spectaculaires, à mettre 6 mois de préparation pour faire la saloperie qu'ils ont faite avec les beepers, vous voyez, où il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été blessés dans les rangs du Hezbollah, dans des magasins, dans des gens qui... Le truc se met à biper, vous avez une petite fille qui attrape le truc pour le donner à son père, ça lui explose dans la figure. Voilà, donc ça, alors c'est leur spécialité, ça, si vous voulez. Là, le Mossad, ils sont très forts là-dessus. Ils ont préparé le bombardement enfin tout du moins les drones qui sont allés détruire une petite partie des bombardiers stratégiques russes. Vous savez, c'est eux qui ont conçu cette opération avec l'aide bien sûr de la CIA et du MI6, parce que les trois services secrets travaillent ensemble depuis des années. Et donc, on a donc ces gens-là sont habitués à préparer dans les coulisses des coups tordus et qui vont être très spectaculaires, qui vont durer, vous voyez, un peu comme ce qu'ils ont fait, l'attaque là, sur l'Iran. C'était préparé de longue date, avec bien sûr tout le matériel américain qui les a aidés, le matériel au moment où ils ont fait à peu près la même chose qu'ils ont fait en Russie, avec des camions dans lesquels il y avait des containers et des drones. C'est les drones qui sont allés pour détruire des radars qui pouvaient empêcher les avions israéliens de passer. Ils ont envoyé 200 avions quand même sur l'Iran. Et alors, ces gens-là sont habitués à faire dans le spectaculaire. Mais moi, ce que je vois, c'est que Israël ne peut pas tenir la distance, ne va pas tenir la distance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit
que il y a maintenant l'Iran bombarde toutes les nuits Tel Aviv, Haïfa et tout un tas de villes. Alors bien sûr, ils tiennent les caméras, ça, il n'y a pas beaucoup d'images sur le truc. Moi, j'ai l'habitude d'aller sur Al Jazeera pour avoir un peu une source d'information autre qu'une source française. Et je conseille aux gens de regarder parce que même s'ils ne parlent pas anglais, eh bien, ils auront au moins des images de ce qui se passe. Hein, avec, on voit bien, c'est marqué Tel Aviv, si c'est marqué Haïfa, et on voit le bombardement des immeubles parce que ça, vous ne le verrez pas ni sur BFM TV, ni sur LCI. Hein, ça, c'est c'est pas la peine. Donc, alors, ce que je veux dire, ce qui est très important, c'est que l'Israël n'est pas habitué à souffrir. Vous voyez, c'est des gens qui vivent dans le luxe parce qu'ils ont toute l'aide financière des États-Unis, de toute cette organisation que je vous ai parlé, l'EPAC, tout ça. Donc, ils reçoivent des milliards, ils reçoivent tout l'armement des États-Unis. Ils n'ont pas la capacité de produire eux-mêmes les milliers de tonnes de bombes qu'ils ont larguées sur Gaza. C'était une chose absolument horrible. Ils ont procédé à un génocide phénoménal et qui continue d'ailleurs. Eh bien, ces gens-là ne sont pas habitués à souffrir, vous voyez. Et donc, là, maintenant, il commence, c'est le cinquième, on n'est qu'à la cinquième nuit du bombardement de missiles. Alors, le stock de missiles qu'il y a en Iran, on l'estime à environ 40 000. Vous voyez, c'est pas rien, 40 000 missiles. Alors, ils envoient d'abord l'ancienne génération, et puis après, c'est la deuxième, etc. On va monter en gamme dans les semaines qui viennent. Vous voyez. Ok. Et donc, même si, par exemple, ils envoyaient, on va dire, 200 missiles par nuit, vous voyez, avec un stock de 40 000, tout ce que ça peut donner comme durée. On est parti pour plusieurs semaines. Or, Israël n'a pas les moyens de faire une guerre parce que la guerre Iran-Irak a duré 8 ans. Vous voyez, 8 ans. Nous, quand vous avez, c'était des combats qui étaient à peu près les mêmes qu'on avait en France entre 1914 et 1918. Les types se finissaient à la baïonnette. Vous voyez, c'était un truc inimaginable ce qui s'est passé. Il y a eu à peu près 1 million de morts entre militaires et il y a eu beaucoup, beaucoup de civils de morts dans ce conflit. Alors là, à bon sens, dans un mois, Israël, c'est fini, si vous voulez. Ils ont plus les nerfs, ils n'ont plus le truc pour aller. Alors il y aura deux cas de figure. Soit d'ici à un mois, les États-Unis vont se mettre dans la partie physiquement parce C'est ça. ils sont actuellement avec tous les satellites, avec tous leurs avions qui brouillent les radars, qui font tout un tas de trucs, ou bien Israël, si elle n'a pas le soutien physique de l'armée américaine, elle risque, à mon avis, d'utiliser une partie de son arsenal nucléaire. Vous voyez, c'est ça le point important. Et ça, personne ne va vous le dire, mais vous savez que j'ai expliqué comment Israël a obtenu l'arme nucléaire grâce au réseau sioniste qu'il y avait en France, au réseau israélite, on va dire, qui était dans le sein du gouvernement français entre 1952 et 1958. Et puis après, ça a continué, même sous De Gaulle, quand il a voulu mettre un stop à la construction de Dimona, il n'a pas pu parce que les réseaux et tout était parti. Donc, et donc, euh, à ce propos, je parle de Gaulle, et il faudrait que les gens sachent que la révolution, on va dire, de 1968 a été préparée, financée, organisée par la CIA. Vous voyez, parce qu'il voulait virer De Gaulle du pouvoir. Parce que De Gaulle, c'était le seul qui s'était un peu opposé à la mise sous tutelle de l'État français par toute cette organisation. Et donc, ils avaient deux agents importants qui travaillaient pour eux. C'était Jean Monnet et Robert Schuman,
qui donc préparait la construction de l'Union européenne pour mieux vassaliser la France, voyez. Et alors ces deux bonhommes, dans mon livre, je l'explique, ils ont un point en commun parce qu'ils ont été adulés, c'est les pères de l'Union européenne. En réalité, ces deux types avaient un point commun, c'est qu'ils se sont fait réformer à l'époque où le service militaire était obligatoire. Vous voyez, on est dans les années 1905-1907. Tous les hommes qui ont 19 ans doivent partir 2 ans à l'armée. Et ces deux-là, qui sont en bonne santé, vont se faire réformer et ne vont pas faire la guerre de 14-18. Vous voyez. Et ça, c'est important parce que c'est ces gens-là qui vont ensuite et qui vont faire. Alors, il ne faut pas oublier que Jean Monnet, qui était le fils d'un négociant en Cognac à Cognac, est devenu après, par la suite, banquier. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et donc, vous avez ici le dessous des cartes. Alors, donc, oui, il va y avoir un risque vraiment important que Israël utilise son arme nucléaire, enfin une petite partie de son arsenal, si les Américains ne rentrent pas dans la bataille. Mais je pense que Trump va envoyer les troupes et là, on va assister à ce que c'est la spécialité, si vous voulez, des Américains, c'est le pilonnage des villes, de toute la population civile. Donc, je crains que Téhéran va être dans quelques temps, parce qu'il y a une telle quantité de militaires autour de l'Iran, au Qatar, rien qu'au Koweït, ils sont 13 500 militaires américains, rien qu'au Koweït. Au Bahreïn, il y en a 5 000. Il y en a en Arabie Saoudite. Bon, donc, il y a des avions partout. Puis après, vous avez les porte-avions et tout ça. Donc, l'habitude des Américains, c'est d'envoyer des vagues d'avions avec des quantités de bombes et puis de tapisser, comme l'on dit, toute la ville de Téhéran, des grandes villes comme Ispahan, etc. Donc ça, on risque de le voir dans Et quelques alors, temps. est-ce qu'il y a une chance que l'Iran disparaisse ou est-ce qu'il y a d'autres forces qui Non. vont peut-être les aider, le Pakistan, la Russie, je ne sais pas? Oui, oui, absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai pensé qu'on est probablement au tout début de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, Ah ouais. c'est vraiment là. Plus tard, les historiens feront l'analyse et ils trouveront le point de départ. Et le point de départ, on verra que c'est l'attaque de Israël sur l'Iran qui va enclencher tout ça. Je pense que alors les choses vont se faire petit à petit, vous voyez, l'une après l'autre. C'est pas pour dans 2 mois la guerre mondiale, mais petit à petit, comme toujours, ça va monter, ça va être une escalade. Euh, je crois qu'effectivement, la Russie va jouer un rôle important en fournissant du matériel pour défendre l'Iran. Euh, le Pakistan, peut-être, mais enfin, il ne faut pas oublier que c'est un pays sunnite et que l'Iran est chiite, donc il n'y a pas beaucoup de relations, elles ne sont pas très étroites. Il y a un point que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas trop, vous savez, ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut compter. Vous avez par exemple, j'aurais vous citer quelque chose qui est important. Vous avez en Turquie un homme qui est vraiment pas formidable, qui s'appelle Erdogan. Ce type fait des discours pour dire oui, on va intervenir, tout ça. Il a une armée extraordinaire, il a 1 million d'hommes militaires actifs et il peut mobiliser un 2e million dans la semaine qui suit. Vous voyez, donc c'est une armée très puissante, la Turquie. Eh bien, il a fait des discours pendant des mois. Oui, il faut qu'Israël arrête ceci, cela. Je vais vous dire, c'est du pipeau parce que lui et sa famille se font
je vais être gentil, je vais pas dire, on va faire un point des trucs en or, hein, vous voyez ce que je veux dire, Mm. avec la vente du pétrole et du kérosène à Israël. Il suffirait que la Turquie, il y a 1 an et demi, elle aurait arrêté de fournir le pétrole et le kérosène à Israël et le nombre de bombardements aurait été divisé par 4. Ils n'avaient pas les moyens d'obtenir. Parce que, vous savez, vous avez tous les jours une centaine d'avions qui décollaient pour larguer des bombes sur Gaza. Vous voyez, pour empêcher, pour diminuer le nombre de morts, il suffisait que Erdogan dise on arrête de vendre le pétrole qui passe par nos trucs, tout ça. Mais toute sa famille, il touche des commissions, tout ça. C'est une honte, vous voyez, pour le peuple de Gazaoui. Donc, ne comptez pas trop sur dire. Vous avez un autre truc. Vous avez, par exemple, Sisi en Égypte. Cet homme est complètement corrompu par le régime américain. Il touche, lui et puis surtout le pays, plus de 5 milliards d'aides par an. Ils ne peuvent pas se passer de l'aide américaine parce que c'est un pays, sur le plan économique, c'est une catastrophe, ce pays. Donc ils ne tiennent que par le truc. Et donc si ils interviennent contre Israël, les Américains, les PAC, arrêtent immédiatement l'aide financière qu'ils leur donnent. Voilà, voilà. Donc, il faut faire attention quand on parle, si vous voulez, il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça. Oui, mais comptez pas trop sur les pays arabes. Par contre, il va y avoir peut-être, à mon sens, la Corée du Nord qui va jouer un rôle là-dedans. Parce que la Corée du Nord, c'est des gens qui ont souffert des embargos américains depuis très longtemps. C'est l'ennemi juré du système américain. Il y a eu la guerre, vous savez, en Corée, entre la Corée du Sud. Il y a une base en Corée du Sud qui entretient à peu près 35 000 militaires américains et d'autres bases au Japon. Et les Coréens du Nord ont fourni beaucoup de matériel, d'obus, etc., à la Russie depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et, euh, et la Russie. Et donc, Ouais. moi, je pense que la Corée du Nord, c'est des gens qui en ont, vous voyez, dans le pantalon, et puis qui sont habitués à souffrir. Et c'est eux qui ont construit toutes ces villes qui sont dans la montagne pour se protéger des bombardements américains dans le cas où l'armée américaine déciderait de détruire la Corée du Nord. Il y a des villes souterraines énormes. Et les Iraniens ont pris exemple sur les Coréens du Nord pour faire des ateliers dans la montagne, pour faire des stocks de missiles dans les montagnes. Ils ont creusé des tunnels à l'horizontale. Et alors, à l'horizontale, quand vous creusez dans la montagne, vous avancez de 500 mètres et vous êtes tout de suite à 500 mètres de profondeur. Vous voyez, alors que vous êtes resté à l'horizontale. Vous creusez un tunnel, mais comme au-dessus, plus vous avancez, plus il y a de la distance. Ils ont, par exemple, des ateliers qui sont à 1000 mètres sous terre. Comprenez? Donc ça, alors ils ont creusé à l'horizontale. Il y a un réseau. C'est là que sont stockés tous les missiles. Vous voyez, des centaines de kilomètres de tunnels en Iran. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Il va y avoir, moi je situe ça peut-être dans une semaine. euh, Israël sera au bout du rouleau. Ils auront pas, parce que vous comprenez que ils envoient 200 avions, bon, mais en fait, ils ont peut-être 400 pilotes, point barre. Et puis les avions, il faut les entretenir. Ils n'ont pas les moyens, ni en hommes, ni en matériel, pour durer, pour faire une guerre qui va durer 1 an ou 2 ans. Ils n'ont même pas les moyens de durer 3 mois, vous voyez, face à l'Iran. Donc les Américains, soit ils s'impliquent dedans et ils envoient tout ce qu'il y a, Diego Garcia, tout ce qu'il y a dans toutes les bases, et là, ça va être terrible pour l'Iran, mais là, les Américains vont prendre un risque, le risque de se faire envoyer des missiles sur toutes les bases qu'ils ont en Irak, au Koweït, etc. Ils sont vulnérables, donc les Américains, là, sont vulnérables. C'est la raison pour laquelle, actuellement, eh bien, Trump ne veut pas intervenir, mais la pression du lobby israélite, du lobby sioniste aux États-Unis est telle
que, à mon sens, il va y aller. Et probablement, il va y aller parce que Netanyahou va lui faire le chantage, va lui dire, Oui. si vous ne nous aidez pas, moi, j'utilise mon arsenal nucléaire. Voilà. Oui. Et ça, personne d'autre que moi va vous le dire. Ça, je peux vous le Et dire. par ailleurs, C'est il a même fait une déclaration, Netanyahou, récemment. Il a dit, si Trump ne nous aide pas, il a dit, n'oublie pas qu'ils ont essayé de t'assassiner 2 fois. Et j'ai l'impression que c'est un message caché pour dire, nous, Israël, on a essayé de t'assassiner 2 fois. Donc attention, si tu ne nous aides pas, la troisième fois, on ne se loupera pas. J'ai l'impression qu'il menace Netanyahou. C'est vrai, oui, oui, c'est tout à fait vrai. Mais je crois que la menace, elle est plutôt dans le chantage de dire, si vous nous aidez pas, nous, on utilise l'arme nucléaire. Et à ce moment-là, Ouais. vous imaginez bien que là, oui, effectivement, le Pakistan pourrait intervenir avec son arsenal nucléaire. Tant que ça reste en conventionnel, le Pakistan n'utilisera pas son arsenal nucléaire. Mais si Israël se met à faire des explosions à basse altitude au-dessus de Ispahan, au-dessus de Téhéran, là, on Et change, alors, si vous voulez. ouais. Allez-y, allez-y. Oui. Alors, si les Américains aident Israël pour combattre l'Iran, est-ce qu'on peut espérer que du côté de l'Ukraine, ça s'essouffle complètement et que la Russie prenne alors la domination totale face à l'Ukraine? Oui, effectivement, il va y avoir et ça, c'est un dilemme pour les Russes, parce que les Russes voudraient aider Téhéran, avec lesquels ils voudraient des bonnes relations depuis très longtemps, et surtout qu'il y a des projets commerciaux importants entre l'Iran et la Russie, parce que Poutine, c'est quand même quelqu'un qui voit plus loin que la guerre, qui voudrait donner de la prospérité dans son pays et également en Iran. Et donc, là, il va, il va être, c'est un dilemme parce il va falloir qu'il envoie du matériel pour aider l'Iran, donc des S-400, des S-500, tous ces systèmes de défense antiaérienne, puisque pratiquement, si vous voulez, maintenant, toutes les guerres se déroulent avec les missiles et les avions. Les troupes au sol, c'est fini, ça. On envoie des missiles, on n'envoie plus des hommes débarquer. Vous voyez, donc, par contre, les missiles arrivent sur les bonhommes, ça oui. Et donc, aider l'Iran ou bien conquérir Odessa et continuer à prendre un peu de terrain en Ukraine. C'est certainement. Alors, ça va se jouer dans les semaines qui viennent, surtout que maintenant, on arrive en été, et donc Oui. le terrain en Ukraine va être tout à fait praticable, alors que en ce moment, on est encore dans la période où il y a des boues assez importantes, où on peut faire rouler du matériel lourd que sur les routes, on ne peut pas aller dans les champs. Eh bien, à partir de la fin du mois de juin, oui, là, on peut faire une grande offensive, certainement. Donc, euh, là, et puis, surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les équipes américaines, des experts qui travaillent au-dessus, qui travaillent en Ukraine avec les satellites qui sont au-dessus, toutes ces équipes risquent d'être déplacées, et ils en ont sûrement déplacé déjà pas mal, pour donner l'information en temps réel aux militaires américains qui se trouvent tout autour de l'Iran. Et donc, forcément, quand vous allez déplacer toutes ces équipes qui sont actuellement en place en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, partout, et vous les mettez au Moyen-Orient, il va y avoir un vide, et là, les Russes pourraient en profiter, effectivement. Alors, on a vu le président Emmanuel Macron soutenir complètement Israël, de même pour Marine Le Pen et quasiment même pour tous les politiciens français. Selon vous, quel doit être le positionnement de la France face à ce conflit? Ah ben, il est certain que nous n'avons pas à aider Israël, qui est un État génocidaire, un État d'apartheid. C'était un État criminel. Netanyahou devrait être jugé devant le tribunal pénal de La Haye. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus.
Et puis en ce moment, il ne faut pas oublier qu'il est poursuivi dans son propre pays pour des faits de corruption, lui et sa femme, et que lui et sa femme devraient être en prison en Israël. Et donc, il joue en quelque sorte, il prolonge la guerre pour éviter de dormir en prison. Vous voyez, c'est ça. Mais ceci dit, à l'intérieur d'Israël, il doit y avoir beaucoup de tensions parce que quelques personnes commencent à comprendre que cet homme est dangereux parce que Israël risque de disparaître. La France, je l'ai déjà dit, doit sortir impérativement de l'OTAN, ça c'est certain. Elle doit sortir de l'Union européenne, mais je vais même aller plus loin. La France devrait adhérer aux BRICS. Vous voyez, c'est ça, en fait, le changement de vraiment. Il faut que pour retrouver notre indépendance, pour retrouver notre liberté vis-à-vis de la... on est colonisé par l'Amérique, par toute cette mafia qui nous dirige. Eh bien, pour cela, la seule façon d'échapper, de retrouver notre liberté, c'est d'adhérer aux BRICS et donc de sortir de ce système de dollars, etc., et sortir également de l'euro pour retrouver notre monnaie, le franc. Donc, vous voyez, on est loin de tout ça. Mais les choses peuvent changer parce que cette guerre qui va venir, elle va tout bouleverser. Et si cette guerre, elle se déclenche entre la Russie et les États-Unis, le résultat n'est pas du tout ce que les gens imaginent. Ce sera la disparition des États-Unis sur le plan militaire et économique. Voyez. Ah bah, super. Je ne vais pas dire que je m'en réjouis, mais bon, j'imagine bien. Donc, les semaines enfin, les jours qui vont venir vont être Ouais. certainement très importantes. Est-ce que Trump va déclencher l'attaque de toutes ses troupes? Et dans ce cas-là, on va avoir une réplique de l'Iran euh, sur les bases américaines en Irak, etc. Et surtout, n'oublions pas que en Irak, la majorité des habitants est chiite et ils ont la capacité vraiment d'attaquer toutes les bases américaines en Irak et à côté. Donc ça, on est au début d'une escalade phénoménale. Vous savez, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais et puis euh, comme le but d'Israël, c'est de détruire l'Iran sur le plan économique, pas seulement sur le plan militaire, eh bien, je pense qu'on pourrait s'attendre à une intervention, non pas militaire, mais une intervention quand même d'aide de la Chine vis-à-vis de l'Iran. Parce que la Chine a besoin de l'Iran pour la fourniture du pétrole et du gaz. C'est une source d'énergie, surtout que maintenant, ils ont installé une voie ferrée qui livre le pétrole depuis l'Iran jusqu'en Chine et qui ne part plus des ports avec les bateaux. Vous voyez, donc, avec des wagons-citernes, vous pouvez transporter des quantités de pétrole. C'est plus compliqué avec le port, avec ça, et on va directement à l'intérieur des pays. Vous voyez, donc, la relation de la Chine avec l'Iran est une relation très importante pour la Chine sur le plan économique. Donc Oui. ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, tout à l'heure, avant de démarrer l'interview, vous m'avez parlé aussi de la communauté juive en Iran. J'aurais bien voulu qu'on aborde ce sujet parce qu'il y a beaucoup de non-dits, de non-sus à propos de ça. Oui, alors si vous voulez, c'est une longue histoire. En Iran, il y avait une communauté juive très importante pendant des siècles. Et donc ces gens-là étaient d'ailleurs très bien traités. Ils avaient des bonnes positions à l'intérieur des différents régimes qui se sont succédés en Iran. Et au cours des dernières années, alors oui, ce qui est important, c'est qu'un autre point qui a noté qu'il y a très peu de gens sont au courant de ça, mais quand il y a eu la guerre Irak-Iran, qui a duré 8 ans, depuis 1980 jusqu'à 1988, qui a fait beaucoup de morts, eh bien, les États-Unis, la France, l'Allemagne fournissaient l'Irak en matériel militaire
et Israël fournissait l'Iran. Voyez? C'est-à-dire que tous les jours, vous aviez depuis Tel Aviv des avions qui décollaient avec du matériel qui fournissait l'Iran. C'était leur grand ami. Parce que pour eux, l'Iran avait la capacité de détruire l'Irak. Et comme l'Irak était tout près d'Israël, c'était un danger immédiat. Donc ils ont joué là-dessus. Il fallait aider l'Iran pour que la guerre puisse durer, pour qu'il y ait un maximum de dégâts à l'intérieur de l'Irak, pour que Saddam Hussein ne représente plus une menace existentielle pour Israël. Donc ces gens-là sont capables de fournir pendant des années un pays et puis ensuite de le critiquer et de dire oui c'est le diable, etc. Vous voyez. Donc il faudrait que les gens le sachent, c'est que Israël a fourni mais des quantités de matériel militaire pendant la guerre Iran-Irak à l'Iran. Et c'était des vols quotidiens qui partaient de l'aéroport de Ben Gourion et d'autres qui allaient sur l'aéroport de Téhéran. Vous voyez, faut dire. Donc, ce sont vraiment des hypocrites et des menteurs. Mais tout ce Netanyahou, c'est un menteur, c'était pire qu'un arracheur de dents. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment d'affreux, affreux. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, est-ce que vous avez quelques petits chiffres là de tête sur l'Iran? Parce que beaucoup disent que l'Iran est un pays arriéré, islamiste, etc. Moi, je me suis renseigné, Oui. j'ai remarqué qu'il y avait en réalité très peu de religieux en Iran. Beaucoup se déclarent sans religion. Il y a aussi beaucoup de femmes qui réussissent à l'université. Est-ce que vous avez Ah quelques oui, chiffres là de non, tête qui dément un petit peu? alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en Iran, euh, le service militaire est obligatoire, comme ça l'était à mon époque en France. Voyez. Donc, moi, j'ai fait un service militaire, bien sûr, qui a duré 17 mois. Et en Iran, c'est 18 mois. Donc, en Iran, tous les garçons qui ont passé 18 ans doivent faire 18 mois de service militaire. C'est important parce que c'est un pays de 90 millions d'habitants. Alors imaginez, vous avez ce qu'on appelle la conscription. Eh bien, chaque année, vous avez 500 000 hommes jeunes qui sont formés militairement. Et donc, c'est une réserve énorme. Vous voyez, actuellement, l'armée iranienne, c'est 600 000 hommes, mais maintenant, automatiquement, comme ils sont en guerre, ils vont faire ce qu'on appelle la mobilisation. Ils vont donc appeler tous les réservistes, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur service militaire il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Ils peuvent remonter. Et à mon sens, ces hommes ne vont pas être uniquement employés à faire la guerre, mais vont être employés à produire des missiles. Alors, je vous ai dit que l'Iran dispose d'un stock d'environ 40 000. Moi, je situe leur capacité de production, mais je peux me tromper, aux environs de 800 missiles par mois. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'actuellement, ils travaillent avec la semaine de 40 heures. Mais quand vous disposez, quand vous faites la mobilisation et que vous allez chercher 2 ou 3 millions de personnes que vous pouvez affecter à la production industrielle des missiles, eh bien là, vous passez dans les ateliers où on travaillait 8 heures par jour, on passe au 3-8, et puis ensuite, une fois que les gens sont formés, on passe au 5-8. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'à la place de produire 40 heures par semaine, vous produisez 7 fois 24 heures, vous voyez, par semaine. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que Israël n'a pas les moyens de faire la guerre sur une longue période. Ils sont capables de faire un coup comme ça pendant 8 jours, mais sur une période d'1 an, c'est pas la peine. Donc, si les Américains n'interviennent pas, ils n'auront pas d'autre choix que d'utiliser leur armement nucléaire. Voilà, point barre, c'est tout. Il n'y a pas, à mon avis, pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Alors justement, pour finir, est-ce que la France, elle est menacée par le nucléaire iranien ou israélien en cas d'utilisation? Non, pas du tout. Nous n'avons pas, si vous voulez, d'abord parce que Israël utilisera ces missiles ou ces bombes nucléaires pour faire des explosions à basse altitude, c'est-à-dire que ce sont des explosions qui ne génèrent pas de retombées radioactives. Par contre, D'accord. quand
ils bombardent les sites d'enrichissement d'uranium qui se trouvent des fois à 40 mètres sous terre, ou quelquefois d'autres en surface, là, oui, il y a une propulsion dans les airs, une grande quantité de radioactivité, mais là, c'est surtout pour tous les pays voisins, parce que, si vous voulez, les matières radioactives les plus lourdes retombent dans les premiers kilomètres, et ce sont que des matières très très légères qui vont aller beaucoup plus loin, à 500 ou 1000 kilomètres. Donc, D'accord. nous, en France, on n'a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ok. Et est-ce qu'il y a une chance que l'Iran peut-être attaque des bases en Europe ou pas loin de Non, la France en tout cas? Non? absolument pas. Ils n'ont pas les moyens. Ça n'est pas du tout dans leur stratégie. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils vont se contenter, et ce sera déjà beaucoup à faire, les bases américaines qui sont toutes autour de l'Iran. Comme je vous Oui. les ai citées, des bases qui sont des fois à 50 kilomètres de la frontière iranienne, hein, donc, ou d'autres à 100 ou 120 kilomètres. Donc là, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de pain sur la planche pour s'occuper déjà des Américains. Ils n'ont aucune raison d'aller s'occuper des Européens. Ok, bon bah ça me rassure. Écoutez, super émission. On regardera évidemment l'actualité de très près au cas où quelque chose d'autre se produit. Et on regardera évidemment ce qui se passe dans les jours à venir. Monsieur Chevrier, je vous remercie pour cet entretien. Est-ce que vous voulez peut-être passer un dernier mot ou faire la promotion de votre livre? Non, 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 c'est très bien. Je pense que bah, vous en avez déjà parlé. Je crois que si les gens veulent avoir des informations sur les solutions techniques pour se protéger des retombées radioactives, oui, c'est très important s'ils veulent protéger leur famille. Actuellement, on n'est pas dans cette situation, mais comme je l'ai déjà expliqué, les bases américaines en Europe représentent un danger pour la France, et ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. On va suivre maintenant l'évolution de cette guerre, et puis, bon, oui, c'est quelque chose qui va certainement prendre des proportions importantes, mais encore une fois, toutes les choses peuvent aussi s'arrêter brusquement, parce qu'il y a toujours en coulisses des choses qui se passent que moi je ne suis pas, je ne connais pas, on ne peut pas être au courant. On raisonne à partir de ce que l'on observe, on raisonne sur des probabilités, sur un niveau de probabilité qui est de 8 sur 10, mais il peut y avoir quelque chose qui intervient. Donc oui, on pourrait le souhaiter. Moi, ce que je pense, c'est que vraisemblablement, les Américains vont s'impliquer d'ici une dizaine de jours dans ce conflit. Voilà. D'accord. Eh bien, merci et à bientôt. À bientôt, Kendra. Bonne journée.